Président algérien Abdelaziz Bouteflika. On en parle dans un instant. Au Congo, les combats se sont poursuivis entre le M23 et l'armée. Nous donnons la parole aux deux camps dans un instant. Et puis au Cameroun, un militant homosexuel a été torturé et tué à Yaoundé. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'un crime homophobe. Abdelaziz Bouteflika est donc en Algérie, ça y est, après plusieurs semaines d'hospitalisation en France. Voilà, il est arrivé en milieu d'après-midi à Alger. C'est la fin de 2 mois et demi d'absence pour le président Bouteflika, hospitalisé au Val-de-Grâce pour un AVC, puis en convalescence longue aux Invalides à Paris. Le voici de retour dans son pays. Il était monté dans l'avion en fauteuil roulant selon une source à l'aéroport du Bourget. Il en est descendu debout selon ces images de la télévision nationale ENTV. Il y a beaucoup de doutes sur le fait que ces images de l'aéroport que vous avez entreaperçues soient datées d'aujourd'hui, des doutes émis par des journalistes algériens et sur les réseaux sociaux. Un communiqué de la présidence précise qu'Abdelaziz Bouteflika, 73 ans, poursuivra une période de repos et de rééducation. Le politologue Fodil Boumala, depuis Alger, analyse ce retour qu'il considère comme un non-événement, expliquant que le processus politique est bloqué depuis des années en Algérie. Bouteflika, depuis 2005, n'a pas géré le pays. Le gérer était livré à lui-même et par conséquent, il a été dirigé d'une façon parcellaire par un certain nombre de groupuscules, tout un chacun dans son réseau, dans son clan, etc. Donc, Bouteflika malade, c'est maintenant plus qu'une vérité. Bouteflika de retour, c'est un non-événement parce que depuis 82 jours, il est complètement absent. Le pouvoir a géré d'une façon très maladroite la communication de crise et par conséquent, la société considère que c'est un non-événement. Un non-événement sur plusieurs plans parce que d'un côté, il n'y a pas de ligne de feuille de route et de l'autre côté, il y a un blocage politique, nous sommes dans une impasse politique. Le retour de Bouteflika aujourd'hui en Algérie n'est pas pour justement diriger quoi que ce soit, mais pour une mission bien précise, c'est préparer la ruse du pouvoir à se mettre en place concernant la vice-présidence, la Constitution et par conséquent préparer le 2014, pas plus que cela. En République démocratique du Congo, la journée a encore été marquée par des combats entre l'armée et les rebelles du M23. Oui, les affrontements se déroulent toujours au nord de cette ville de Goma. La force de l'ONU est en alerte. La MONUSCO a prévenu que toute tentative du M23 de se diriger vers Goma serait considérée comme une menace directe contre les civils. Comment est-ce qu'on explique la reprise de ces combats ? Ces combats ont repris depuis dimanche. Le M23 veut réintégrer l'armée et veut un plan Marshall pour l'est de la RDC. Les rebelles accusent Kinshasa de laisser cette région à l'abandon avec en arrière-plan la guerre pour le contrôle des minerais. Nicolas Germain. L'armée congolaise tire sur les rebelles du M23. Les combats durent depuis 3 jours dans l'est du Congo. Des affrontements d'une telle intensité n'avaient pas eu lieu depuis novembre. Nous avons joint le président du M23. Il met en cause la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, qui compte 17 000 hommes, et souhaite la reprise des négociations de paix à Kampala. Nous condamnons cette façon du gouvernement congolais et de la MONUSCO d'utiliser les installations de la MONUSCO et d'utiliser également la population civile comme bouclier. Nous demandons au gouvernement congolais de rentrer à Kampala pour nous permettre de pouvoir trouver une solution et négocier à la crise. Mais le ministre congolais de la Communication nous dit, lui, que les forces gouvernementales n'ont pas coopéré avec la MONUSCO. Il accuse aussi un pays voisin, le Rwanda, d'aider le M23. Si la MONUSCO coopère avec nous, sinon nous le faisons avec elle, nous ne faisons que respecter le droit international. Mais factuellement, nous n'avons pas encore eu besoin de l'appui de la MONUSCO. Lorsque le moment viendra, elle viendra à notre rescousse. Il faut que le M23 dépose les armes et se transforme peut-être en parti politique ou je ne sais quoi. Il faut que le Rwanda cesse d'utiliser les Congolais, notamment du M23, pour déstabiliser la région. Le Rwanda dément régulièrement soutenir le M23, un mouvement qui accuse Kinshasa de marginaliser l'est du pays. En raison des combats, les civils, eux, ont une nouvelle fois fui leurs habitations, en prenant avec eux leurs biens les plus précieux, comme ils ont déjà été contraints de le faire si souvent ces dernières années.
La Guinée fait face à une explosion de violence dans le sud-est du pays. Le dernier bilan des autorités fait état de 16 morts et 80 blessés. Des affrontements interethniques ont éclaté entre deux ethnies, les Guerzé, essentiellement chrétiens ou animistes, et les Konyankés, majoritairement musulmans. Les violences ont débuté dimanche soir à Koulé, où 2 jeunes Konyankés sont morts battus. Les Konyankés s'en sont alors pris aux Guerzé. Un médecin se dit complètement dépassé par les violences, corps brûlés vifs ou découpés à la machette. Le gouvernement a dépêché en urgence des renforts policiers. Vous portez notre attention à présent cette affaire au Cameroun. Un militant homosexuel est mort sous la torture. Eric Lambébé avait une trentaine d'années. Il était un acteur de terrain, un militant des droits des homosexuels, bien connu du milieu associatif. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'un crime homophobe. Neila Ghoshal est en direct avec nous de Nairobi, au Kenya. Bonsoir Neila Ghoshal, vous étiez son amie. Human Rights Watch demande une enquête immédiate et approfondie des autorités camerounaises. Vous pensez un jour connaître la vérité? C'est difficile de savoir si un jour on va connaître la vérité parce que, en fait, l'assassinat d'Eric n'est pas le premier incident de violence contre la communauté LGBTI au Cameroun. Depuis l'année passée, 2 avocates qui défendent les droits des personnes LGBTI ont reçu des menaces régulières, des menaces à mort par téléphone, par SMS et par courrier. Et depuis octobre, ils ont porté plainte chez les autorités, chez le parquet. Et jusqu'à maintenant, personne n'a été inquiété, personne n'a même été interrogé par les autorités dans cette affaire. Aussi, dernièrement, au mois de juin, le bureau d'un avocat qui représentait des clientes gays et lesbiennes a été cambriolé. Ces dossiers juridiques ont été volés. Et un autre bureau d'une association LGBTI, Alternative Cameroun, a été mis à feu. Dans tous ces cas, on ne voit pas de justice, on ne voit pas des enquêtes en profondeur. Donc, oui, on a fait appel au gouvernement de Cameroun, aux autorités de faire des enquêtes et de traduire les auteurs de l'assassinat d'Eric Lembembe en justice. Mais jusqu'à maintenant, on doute un peu que le Cameroun a vraiment la volonté de faire face à ce genre d'atrocités. Et là, parlez-nous d'Eric, de son travail pour la lutte contre le sida et la défense des droits des homosexuels. Eric était quelqu'un avec lequel on a travaillé étroitement. C'était quelqu'un qui était très sérieux, très passionné. Il faisait beaucoup de travail. Il n'avait pas peur. En fait, il était parmi les seuls activistes au Cameroun qui n'avaient pas peur de parler ouvertement, directement sur la question des droits des homosexuels au Cameroun. Il avait fait beaucoup de communiqués de presse. Il a même écrit des lettres au président de la République, le président Biya, en demandant la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Donc, c'était quelqu'un qui était un exemple. Il était jeune. Il était toujours en train de commencer son travail. Et c'est vraiment triste de voir la fin d'une vie qui était juste en train de commencer, la vie d'un activiste. Merci Neila Ghoshal pour ce témoignage ce soir sur donc la mort de votre ami Eric Lembébé. Vous vouliez nous parler de cet anniversaire de l'Alliance française? Oui, l'Alliance française qui va souffler bientôt ses 130 bougies. Aujourd'hui, le premier réseau culturel mondial avec 1040 sites a été créé le 21 juillet 1883. Une idée donc plutôt innovante pour l'époque. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power. Le secrétaire de la Fondation s'est exprimé pour cet anniversaire fêté à l'Élysée en grande pompe avec le président et tous les ministres. Jean-Claude Jacques était au micro de Karima Kiki. Vous savez, l'Alliance française, depuis 130 ans, a connu toutes les situations de drames écologiques, de drames politiques, sociaux, économiques. Elle s'est toujours adaptée, elle est toujours un peu le refuge de tous ceux qui veulent continuer à tranquillement apprendre, parler ou échanger. Donc bien sûr, elle subit tous les aléas qu'on peut connaître dans les pays, mais elle résiste et elle repart et elle est un accueil.
Merci beaucoup Sonia, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Nous vous retrouverons demain, 22h46 en ce qui concerne notre tranche. À demain. Vous restez avec nous dans Paris Direct, il est 22h57, un journal c'est dans moins de 3 minutes. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. 35 nationalités, une seule rédaction, 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, un ton original, un autre point de vue sur le monde. Encore un môme décharné en plein à l'heure du repas, font exprès, hein? Heureusement qu'on en a au dessert. Bonne nouvelle, la faim est plus facile à guérir qu'à regarder. Actioncontrelafaim.org